Eh bien, c'est une manière de résumer ce mouvement général et inclusif auquel on assiste au sein de l'Union, qui consiste à activer et orienter toutes les sortes de publics sans exception dans le cadre de l'économie des services, avec en ligne de mire la multiplication des transactions marchandes. J'ai déjà eu l'occasion de m'y pencher dans le cycle de discussion précédent. L'économie des services modifie la place de l'objet physique dans le circuit des échanges marchands, dans le sens où le cœur de la valeur doit de plus en plus porter sur la prestation de services et plus exclusivement sur la production d'objets qui seraient à fournir en masse et à renouveler en masse également. Bien entendu, cela ne signifie pas que les objets physiques, matériels, disparaissent complètement, mais ils tendent à devenir chacun les supports de transactions multiples et répétées dans le temps, pour des usagers eux-mêmes multiples, dans une relation non exclusive de propriété particulière. En d'autres termes, le même objet va pouvoir et va devoir générer de la valeur parce qu'il profite à plusieurs, parce qu'il est cédé plusieurs fois, parce qu'il est partagé, parce qu'il est mutualisé, parce qu'il procure un service qui devient le cœur de la tarification. C'est le service qui devient le cœur de la tarification, et tout cela rapporte bien plus que la vente exclusive et isolable à un acquéreur unique, une seule et unique fois. Il faut bien se remémorer le principe de cette nouvelle économie qui en plus jouit d'un habillage vert particulièrement flatteur. Cet aspect est fondamental et me permet d'indiquer que le cheval de bataille actuel de l'Union européenne, qui consiste à promouvoir la parcimonie et la sobriété écologique, tout particulièrement dans le registre des biens matériels, est en fait une voie d'encouragement à l'économie des services, attestant en cela une indéniable convergence, une authentique conjonction d'efforts entre les tenants intéressés de la nouvelle économie et l'institution européenne. Pour ma part, j'interprète cette tendance comme une sorte de recentrage, de réaction politique face à la profusion des biens et des fournitures qui sont de sources non européennes, asiatiques pour l'essentiel. Alors c'est une réaction assez paradoxale, j'en conviens, dans la mesure où l'état de dépendance de l'Europe à l'égard des importations asiatiques résulte pour bonne part des politiques de délocalisation industrielle auxquelles l'institution n'est pas étrangère, que ce soit en raison des contraintes écologiques qu'elle a générées avec ses prescriptions environnementales, tout autant que de sa doctrine libre-échangiste, mondialiste et globaliste. Ce sont bien les choix qu'elle a portés et imposés qui ont abouti à la déstructuration des tissus industriels des différentes régions d'Europe, à la disparition des usines et des ateliers et à l'anéantissement des capacités productives de la zone européenne. Pour le résumer de façon simple, l'atelier de fabrication pour l'Europe, c'est désormais la Chine et tout le sud-est asiatique, l'Allemagne tirant son épingle du jeu en faisant office de grand importateur et de maître distributeur pour l'ensemble du continent. Il faut cesser de ne voir dans l'Allemagne qu'un pays producteur industriel, car c'est bien autant un grossiste de produits importés de Chine. Simplement, l'adresse est là. La position du distributeur se trouve en Allemagne. Ça ne veut pas dire que les éléments ont été fabriqués et produits en Allemagne. Donc c'est bien la plaque tournante, la plateforme de la distribution des biens importés de Chine qui s'effectue en Allemagne. Quoi qu'il en soit, tout le travail réglementaire et prescriptif de l'Union en faveur de cette nouveauté qu'est l'éco-conception des produits, ainsi que la lutte menée contre l'obsolescence programmée des biens, eh bien, tous ces efforts doivent se comprendre comme une espèce de manœuvre de retournement, de parade. Quelque part, il s'agit d'une façon de forcer l'atelier du monde, ainsi que les marques, à prendre en charge, à participer, à rendre possible cette mutation de l'objet d'une version individuelle et jetable à un bien partagé et durable. La lutte contre l'obsolescence et la mode éphémère est une manière de mutualiser l'effort de conception des objets permettant d'alimenter l'économie de la seconde vie des biens, en haussant le nombre de leurs tours de service et la durée totale d'usage.
y compris en hâtant le recours aux services de réparation. Les services de réparation font désormais l'objet d'une obligation fixée par la récente directive visant à promouvoir la réparation des biens, la directive UE 2024/1799 du 13 juin 2024. En son article 5, elle porte l'obligation de satisfaire à la demande de réparation par le consommateur sur toute une série de biens. Alors pour commencer, l'électroménager, la téléphonie, les serveurs, les vélos électriques, les trottinettes et autres engins légers comportant des batteries. L'obligation incombe aux fabricants, mais par cascade, s'il n'est pas européen, ce qui est évidemment le cas majoritaire, à son mandataire, à son importateur ou à défaut à son distributeur, lesquels seront évidemment autorisés à sous-traiter la réparation afin de remplir leurs obligations. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que sans remettre fondamentalement en question la géographie productive mondialiste, ni le partage des tâches qui y est associé, eh bien en fait on lève le pied sur le transfert de ressources monétaires européennes en direction des pays d'Asie. Parce qu'exiger l'augmentation de la qualité comme de la durée de validité des produits, c'est finalement réduire la masse des transferts de valeur vers les ateliers chinois. Développer la réparation, la ressourcerie et l'économie de seconde vie des produits, prioritairement par rapport au simple recyclage, qui est moins vertueux, puisque le recyclage valide en fait la destruction de l'objet initial et se solde simplement par la récupération éventuelle de certains de ces ingrédients. Et donc, le fait de pouvoir valoriser la ressourcerie et la seconde vie des produits, bref, la réparation, la ressourcerie et la seconde vie, c'est une possibilité de garder sur le sol européen les matières premières et les matériaux et une façon d'occuper les petites mains de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS, économie sociale et solidaire, ici même, comme l'indiquent sans ambiguïté les textes européens. Je cite comme 2021 778 du 9 décembre 2021, qui dit la chose suivante: l'économie sociale apporte une contribution particulièrement remarquable au développement d'une économie circulaire, en ce qu'elle ouvre la voie à des activités et des modèles économiques qui préservent la valeur des produits et des matériaux le plus longtemps possible, réduisent les déchets, offrent aux citoyens des possibilités d'économie et créent des emplois locaux, notamment dans les activités de réparation, de réutilisation, de partage et de recyclage. Et bien sûr, pour finir, vendre du service et de l'usage autour de ces produits, c'est encore détourner des destinations asiatiques une part du flux de richesse européen. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que cela permet de maintenir intégralement cette richesse en Europe. Il suffit de rappeler la nationalité des principales plateformes de services pour s'en convaincre. Les sociétés d'outre-Atlantique ne sont pas perdantes, américaines en particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Toutefois, l'Union n'hésite plus aujourd'hui à intervenir elle-même dans un registre voisin, sur leur terrain, lorsque par exemple la directive réparation, que je mentionnais à l'instant, prévoit en son article 7 la constitution par la Commission européenne, avant fin 2027, d'une, je cite, plateforme européenne en ligne pour la réparation. Plateforme européenne en ligne pour la réparation. Il s'agit en fait d'une application tout à fait similaire, à l'exception de sa gratuité, tout à fait similaire à ce qui pourrait être proposé dans le cadre d'une application payante par un opérateur privé. C'est une application qui est destinée à rechercher et localiser, y compris avec des fonctionnalités cartographiques qui seront incluses, donc à rechercher et localiser les agents de la filière, à comparer les tarifs et les prestations qui sont proposées par les différents réparateurs, qui se seront donc déclarés et enregistrés volontairement auprès de cette application. Mais aussi à identifier les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux qui sont destinés à être reconditionnés, et ce qu'on appelle les cafés de réparation, ou les Repair Coffee, dans le cadre des initiatives de réparation collaborative et participative. Alors, voilà bien une offre qui est portée en propre par l'Europe,
mais qui pourrait figurer dans le Galaxy Store de Samsung ou dans n'importe quel App Store d'Android ou d'Apple, mais pour une branche d'activité dont on peut penser que le produit n'aboutira plus exclusivement dans les poches de ses partenaires commerciaux de l'Asie, avec lesquels l'Union nourrit une relation géopolitique complexe. Voilà. Ça, c'était ce que j'avais à dire concernant la fraction de circuit économique qui fait intervenir les objets. En résumé, pour demain, vous l'avez compris, moins de neuf, plus de partage, du reconditionné, de l'occasion, de la location et du paiement à l'usage. Mais l'économie des services ne tourne pas qu'autour des objets. Et si, d'une certaine manière, on frustre la masse des particuliers de l'achat massif de produits neufs, ce qui serait toutefois bien hasardeux vu la conjoncture et la paupérisation manifeste d'une large fraction de la population européenne. Mais donc, si, comme le dit savoureusement la directive, on aide ainsi, je cite, les consommateurs en leur évitant des coûts liés à la réalisation de nouveaux achats à court terme. On aide les consommateurs en leur évitant des coûts, les coûts qui correspondent à acheter des produits neufs. Eh bien, si de toute façon on enlève cette part d'achat de produits neufs, il faut bien trouver le moyen d'inciter malgré tout cette population à injecter les ressources dont elle dispose encore dans les nouveaux circuits qui ont été ménagés à cet effet. Oui, c'est exactement cela. Il faut contraindre les particuliers à se dessaisir de la valeur qui leur reste. Alors comment s'y prend-on? Tout simplement en s'attaquant au couple propriété individuelle, épargne, l'un et l'autre allant de pair, puisque la logique de la réserve vaut bien sûr en prévision des aléas, mais fondamentalement en anticipation, en préparation des grosses acquisitions qui sortent du cadre de l'ordinaire, alors que ce soit l'achat d'un véhicule, le financement d'un logement, la réalisation de gros travaux, etc. La cible de l'Union est précisément ce volume substantiel de réserves constitué par l'épargne des ménages. À la fois l'épargne, celle qui est au grand jour, c'est celle des comptes épargne et des livrets, qui donnent vraiment littéralement à saliver, et celle bien sûr un peu plus souterraine et discrète que sont les bas de laine, lesquels par définition demeurent hors marché jusqu'au moment jugé opportun par leurs détenteurs. Alors, à partir du moment où vous éteignez la modalité de possession en propre d'une automobile pour y substituer des systèmes d'abonnement, de location, voire de paiement à l'usage sur des flottes partagées, à partir du moment où les petits particuliers sont soit maintenus en dehors du circuit de l'accession à la propriété de leur logement, soit contraints à s'en défaire pour différentes raisons que nous avons déjà évoquées, de cherté, d'incapacité d'emprunt, de tracasserie, d'obligation de rénovation, de tribulations familiales et professionnelles, etc. À partir du moment où vous multipliez les moyens de paiement dématérialisés et que vous découragez, voire même ringardisez l'usage des espèces, eh bien la nécessité de l'épargne tend à devenir aussitôt caduque sous toutes ses formes. À quoi sert donc d'accumuler, de thésauriser? Autant en profiter tant que cela vaut encore quelque chose. Autant céder aux solutions fluides, insinuantes et charmeuses à la fois du monde de l'assurance et des différents acteurs de la prestation de services. La crainte du risque et de l'imprévu sera totalement prise en charge par les propositions de couverture de plus en plus complètes et poussées des assureurs. Et pour le reste, les gammes de services opérées par les diverses plateformes numériques sont prêtes à fournir en ligne le gîte, le couvert, les divertissements et tous les besoins de l'existence en direct au fur et à mesure. En réalité, le degré de paupérisation des populations est tel que pour certains, la question même de l'épargne ne se pose déjà plus. Les ménages étant condamnés à une vie au jour le jour, sans avance ni volant de sécurité. Mais voilà justement de quoi justifier le tournant concomitant vers l'économie circulaire et de quoi faire tourner l'ESS dont nous parlions, l'économie sociale et solidaire, qui est activement promue par l'Union.
La boucle est bouclée. Je reprends ici l'intitulé prophétique du plan d'action de l'UE en faveur de l'économie circulaire. C'est un plan qui est déjà un petit peu ancien dans sa parution, 2015, comme 2015-614 du 2 décembre 2015, et qui portait comme titre « Boucler la boucle ». Eh bien là, on peut le dire, la boucle est bouclée. En effet, l'économie des services et l'économie des circulaires marchent de conserve. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'économie des services est intrinsèquement inégalitaire et qu'elle appelle comme un palliatif l'économie circulaire à destination de ceux qui sont les petites mains des services, sans pouvoir en être pleinement les clients, sans pouvoir en être les usagers pour eux-mêmes. Et oui, dit comme cela, c'est beaucoup moins charmeur. Et c'est bien normal, parce que le modèle économique bâti autour des services, auquel adhère l'Union européenne, notamment au motif de ses prétendues vertus environnementales, est en fait assis sur un malentendu. Toutes les versions enthousiastes et intéressées de l'économie du service et de l'âge de l'accès ont une fâcheuse tendance à occulter un élément essentiel. Le fait de braquer les projecteurs sur la digitalisation générale et avantageuse qui s'opère dans l'économie du service éclipse la facette humaine du secteur, un facteur humain incontournable qui se manifeste singulièrement dans sa dimension prosaïque, la nécessité de traitement et de salaire. Dit en termes plus crus, cela signifie que pour que le beau système du service et de l'accès fonctionne, il est nécessaire qu'une part de la population soit en mesure de payer pour. Et, sauf à imaginer des prestations purement automatisées et qui seraient 100% dématérialisées, il y a bien une autre part de population qui, elle, se trouve impliquée dans la réalisation concrète du service souscrit et dont la rémunération, le salaire, constitue une fraction du tarif appliqué et en dépend. Car il ne faut pas oublier que dans l'économie des services, l'intervention humaine est toujours présente, même si elle n'est pas aussi directement visible et palpable qu'avec les employés de service à la personne, les chauffeurs, les livreurs ou les agents d'entretien, au moins tant que ceux-ci n'auront pas été remplacés par des véhicules autonomes, des drones et des robots domestiques. En réalité, les sanitaires publics à nettoyage automatisé nécessitent quand même une maintenance et un approvisionnement en consommables par des agents bien humains. Les vélostations à location et recharge automatique nécessitent bien les tournées physiques pour assurer l'entretien de la flotte des vélos en libre-service, désengorger les stations qui sont pleines de vélos et regarnir les stations qui sont vides, et en plus récupérer les brebis égarées sur la voie publique, etc., etc. Ce que je veux simplement exprimer là, au moyen de ces quelques exemples, c'est l'inévitable implication d'une composante humaine dans l'équation de l'économie des services. Alors certes, il y a bien une différence de degré entre une auxiliaire de vie visitant une personne âgée et une assistance téléphonique qui serait partiellement robotisée. Et donc, cette composante humaine est plus ou moins évidente, plus ou moins frontale, plus ou moins prédominante dans l'équation, mais dans tous les cas, inévitable. Et, sans même rentrer dans des querelles d'économistes, il demeure une question de base qui ne peut être éternellement éludée. Comment le circuit économique du service parvient-il à se maintenir et à prospérer ? Et oui, quand même, il faut bien intégrer comment cela fonctionne. Alors, focalisons-nous un instant sur la gamme de services à forte composante humaine. Si je suis en mesure de me libérer de certaines tâches domestiques pour les confier à des tiers, cela signifie que mes rentrées me permettent de m'offrir le temps de travail d'autres personnes. Autrement dit, ou bien je dispose de ressources en suffisance, qui seraient issues de mon patrimoine, de pensions, d'allocations ou d'aides, peu importe, ou bien mon heure utile rémunérée par ma propre activité rapporte bien plus que celle du travailleur qui est sollicité au même moment pour moi. Si je peux me payer les heures de ménage
d'un personnel d'agence, au lieu de le faire moi-même. Si de plus, je peux me faire livrer une pizza chaude à domicile quand cela me chante, si je peux faire venir à toute heure un chauffeur Uber pour me véhiculer, et si l'addition de toutes ces multiples besognes de tiers totalise en heure plus que ma propre journée de travail, c'est que mes revenus sont constitutivement supérieurs à ceux de chacun de ces prestataires. D'autant plus que dans la somme que je dépense pour me payer leurs services, se trouve, outre leur rémunération, la part qui est prélevée par leur employeur ou la cellule intermédiaire qui nous a mis en relation, le Just Eat, Deliveroo ou toute autre plateforme ou agence en ligne du même acabit. En résumé, et c'est là où je voulais en venir, l'économie de service porte avec elle une inégalité sociale accrue dans la mesure où certains peuvent se voir servis et déchargés de toute une série de contraintes et de tâches, notamment domestiques, qui deviennent l'unique gagne-pain d'autres, lesquels doivent faire face non seulement à ces tâches devenues leur travail, sans en être eux-mêmes exemptés pour eux-mêmes. De la même manière qu'il y avait autrefois un prolétariat ouvrier pour faire tourner la société industrielle, et même si nos sociétés de consommation contemporaines ont cru, ou plutôt ont fort égoïstement feint de croire, l'avoir balayé de nos latitudes en s'en remettant à l'agitation de myriades de petites mains sur d'autres continents, ce qui n'est jamais qu'une forme de prolétariat lointain, eh bien ici, la condition inégalitaire du système demeure, même dans la version sémillante de l'économie des services, car cette dernière implique encore une prestation ou une contribution finale asymétrique, asymétrique parce que s'agit de la prestation ou de la contribution d'un résident européen au service d'un autre. Voilà la réalité derrière la toile. Alors, bien entendu, les différentes plateformes s'ingénient à jouer la carte de la dématérialisation la plus poussée ou du recours à l'automatisation ou à la machine autonome. D'où l'intercession accrue de l'intelligence artificielle, l'IA, dont on nous rebat les oreilles actuellement, et qui, sans exclure l'intervention humaine, qui est nécessaire pour la programmation, pour la maintenance, etc., a quand même pour objectif premier de la réduire, cette intervention humaine, et de la dépasser, d'accroître la performance, la disponibilité et donc le rendement de l'ensemble. Un robot conversationnel, un assistant virtuel, un chatbot offrent d'autres capacités d'action qu'un employé de centre d'appel, même délocalisé et en réseau. Mais pour l'heure, la machine et l'automatisation ne peuvent pas tout, et il est nécessaire de pouvoir compter sur des personnels que je désignerai comme des assimilés machines, c'est-à-dire des précaires, des contraints, des gens peu exigeants, ne requérant d'ailleurs que peu de qualifications, dont on attend juste la force non plus productive, comme dans les termes marxistes classiques, mais je dirais la force prestative, au sens de simples exécutants. L'immigration comme force de travail, alors oui, mais pas seulement, et même pas majoritairement. Il ne faut pas se tromper, ni s'illusionner. Cela me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse à ce sujet. Effectivement, je soutiens que l'Union est constitutivement immigrationniste, qu'on soit clair. Avant tout, parce que cela correspond à une forme d'élargissement rampant, je ne peux pas dire à bas bruit, et ultime. Et j'ai montré à quel point la dynamique de l'élargissement était consubstantielle et nécessaire à l'Union. J'en ai parlé dans la nécessité européenne de 2023, mais j'en avais longuement parlé bien avant dans la phénoménologie politique de l'Europe, l'Union souveraine, qui est l'ouvrage de 2009. C'est particulièrement évident. Alors, j'en amène une preuve supplémentaire. Dans sa récente présentation aux parlementaires français de la résolution européenne relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe quant à la révision des traités. Nous en reparlerons dans d'autres discussions. C'est un texte qui va revenir et qui est particulièrement intéressant. Donc, c'est un texte qui a été, cette résolution, enfin, la présentation a été faite à l'Assemblée nationale fin 2023.
c'est le texte numéro 197 du 29 novembre 2023, en fait, l'Assemblée nationale m'ôte les mots de la bouche en usant de la formule suivante dans un de ses premiers considérants. Elle écrit, à propos de l'élargissement impératif catégorique de l'Union européenne dans les prochaines années. Impératif catégorique, la chose est donc non seulement aperçue, mais en outre, et malheureusement, fiévreusement assumée et promue. C'est un impératif catégorique, on le reconnaît comme étant quelque chose d'essentiel et qui ne s'arrêtera pas. Alors pourquoi je dis malheureusement promu? Parce que chacun peut désormais réaliser la somme des difficultés et des risques géopolitiques qui sont encourus à s'obstiner à vouloir encore intégrer des États nouveaux, faillis et à charge, que ce soit dans les Balkans ou évidemment de façon encore plus criante sur les marches de la Russie, avec l'Ukraine, la Géorgie ou que sais-je d'autre. Dans cette optique d'extension et de croissance à tout prix, de manière purement arithmétique et comptable, l'immigration est déjà une forme d'élargissement allégé, puisqu'il n'y a pas de structure étatique nouvelle à absorber, on en fait l'économie. Mais en réalité, en dehors de l'effet du nombre, je ne suis pas persuadé que l'Union elle-même soit réellement convaincue par les arguments qui sont généralement prêtés au patronat, consistant à voir dans l'immigration l'auxiliaire souhaitable pour le maintien dans la durée de l'équation de l'économie des services et de son bon fonctionnement. Bref, une chance pour le système. C'est-à-dire des gens qui seraient culturellement assez sobres vu leur provenance, qui trouveraient les standards européens, même dégradés, infiniment supérieurs à ce qu'ils ont connu dans leur pays d'origine, qui ne manqueraient pas d'adhérer au système puisqu'ils en dépendent notamment en raison des transferts sociaux et des différentes prises en charge publiques, et qui sauraient se satisfaire de petits boulots, de tâches frustes ou ingrates, bien bénigne contrepartie de l'accès au confort européen. Alors, si je prétends que l'Union européenne ne souscrit pas vraiment à ce type de raisonnement, n'allez pas croire que ce soit par bonté d'âme à l'égard des migrants, par irénisme ou générosité de l'institution. Ce n'est tout bonnement pas sa priorité intime. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans l'individu dans l'Europe promise, oui, je fais la boutique en ligne, Noël approche, donc n'hésitez pas, il y a des titres à acquérir. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans l'individu dans l'Europe promise les plans très précis que l'Union nourrissait en faveur des migrants, notamment à destination des zones rurales et en déclin démographique. Simplement ici, pour alimenter la mécanique de l'économie des services, aucune action particulière de l'institution n'est requise, car il ne manque pas en Europe de gens en situation précaire, qu'ils soient migrants ou non. La première précarité était constitutive. Elle était née des disparités de développement entre États membres et de l'écart des conditions d'exercice et de rémunération des travailleurs selon leur pays d'origine au sein même de l'Union. C'est l'idée du dumping social intracommunautaire qui a joué à plein pendant plus de 20 ans entre l'Ouest et les nouveaux entrants de l'Est en matière de prestations de services, symbolisé notamment par le plombier, le soudeur ou le chauffeur polonais, en exercice partout en Europe, aux conditions et traitements polonais, en particulier grâce à la directive dite travailleurs détachés, qui datait de 1996. Celle-ci a été revue après d'âpres négociations, et les textes actuels de 2018 et 2020, parce qu'il y a un traitement différent entre les chauffeurs, la prestation de services de chauffeurs et le reste des exercices professionnels, eh bien ces textes récents, 2018-2020, s'efforcent d'atténuer ces décalages et inégalités. Mais si on met à part cette histoire des travailleurs détachés, quantité d'autres précaires demeurent, je le disais, qui alimentent l'économie des services et contribuent au bon fonctionnement de ces rouages. Alors certains sont effectivement de sources non européennes, importés, mais tant d'autres sont générés localement et ce n'est pas assez dit. Si je fais référence aux retraités en recherche d'un revenu de complément,
aux étudiants démunis qui sautent un repas sur deux, aux familles monoparentales qui tirent la langue, aux intérimaires, aux nouveaux tâcherons journaliers, aux ruraux du royaume du diesel fumant et de la marge, etc., etc. Les gens en situation précaire ne manquent pas en Europe. Tous ceux-là sont contraints pour vivre d'accepter de servir, pour le compte d'autrui, une classe de pseudo-nantis. Oh, pas forcément des milliardaires ni des oligarques, mais banalement ceux qui ont un statut, un salaire et un emploi stable. Ces heureux adeptes du télétravail, ces employés de bureau, ces métropolitains moyens dont le seul horizon est le loisir ou la retraite, et auxquels on donne par l'économie servicielle, l'économie des services, l'illusion de la toute-puissance et de la considération, tout en aiguillant et en captant au passage une part de leurs ressources. Au final, chacun se trouve entraîné dans la participation globale au système. Chacun rentre dans l'économie des services. Certains consentant, par attrait et avec un bénéfice concret, d'autres, parce que sortis du bout du monde de conditions misérables, sont disposés à considérer que des fonctions non qualifiées et serviles représentent une sorte de progrès par rapport à leurs attentes, au moins transitoirement, et d'autres enfin par stricte nécessité, acculés au statut d'agent d'exécution. Personne ne semble pouvoir y échapper. L'appel des plateformes et les efforts de l'Union européenne se trouvent en fait converger pour cela. Oui, enfin, par choix ou de force, séduit ou subjugué, indifférent ou anesthésié, précisément, c'est l'ultime question. Le degré d'adhésion, acceptation, résignation des individus, la position du curseur, ainsi que les conditions de la stabilité à moyen terme de l'édifice social en territoire européen. Et c'est à cette vaste interrogation que je m'efforcerai d'apporter une réponse au cours de notre prochaine discussion, qui sera plutôt explosive pour clôturer ce cycle. Autant le dire tout de suite, ça va décoiffer. Et bien sûr, elle sera suivie du traditionnel poème de fin de cycle. Alors, si vous ne voulez pas manquer sa sortie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et choisissez toutes les notifications. Partagez, commentez, relayez tout ce travail d'analyse que je partage avec vous. N'hésitez pas à visionner les discussions antérieures, notamment celles consacrées à l'agriculture et à l'alimentation ou encore à la mobilité, qui semblent avoir moins attiré que celles sur le logement ou l'économie numérique. Et avant de vous retrouver bientôt, je vous dis portez-vous bien et dans vos choix de navigation comme de consommation et en toute situation, comme d'habitude avec Europhilo, soyez vigilants.